Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Avant d'introduire cet épisode, je voulais juste te rappeler que Croque Madame, mon programme et accompagnement de groupe féministe en alimentation intuitive, ferme ses portes ce soir à 23h. Donc si ça t'intéresse de rejoindre la promo de femmes qui vont redevenir mangeuses intuitives, qui vont être des femmes badass, qui s'écoutent, qui se respectent et qui vont donner un petit coup de pied à la culture des régimes, eh bien n'hésite pas à prendre ta place. Le lien est dans ma bio. Et sinon tu vas sur thelaskiche.fr/croque-madame. Et pour l'épisode du jour, je reçois Rebecca Forster. Alors, Rebecca, c'est une artiste qui a tenu récemment une conférence gesticulée. Donc, c'est une conférence sur les TCA où elle parle de son vécu, où elle parle de féminisme, de patriarcat, etc. Et forcément, moi, ça m'a parlé tout de suite. Donc, j'ai vraiment voulu la voir sur le podcast pour qu'elle puisse parler de son parcours et de cette conférence. Donc on va majoritairement parler de ça, mais vous allez voir, ça va recouvrir plein de sujets. On va parler de grossophobie, on va parler de son vécu, des TCA, de la guérison, on va parler vraiment de beaucoup de choses très denses, très passionnantes, très politiques aussi. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui je suis accompagnée de Rebecca. Salut Rebecca. Salut, Ça va bien? ben ça va. Et toi? Oui, ça va bien, merci. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu Rebecca, du coup? Ouais, alors moi je vais me présenter en parlant de ce qui pour moi est important à dire, c'est-à-dire que Ouais. je trouve que quand on parle de quelque chose, d'un sujet, particulièrement d'un sujet compliqué comme ça, Mhm. je prête toujours attention à d'où on vient, de Ouais. quel point de vue on part, de ce qu'on appelle Ouais. le point de vue situé. Mhm. Euh, donc moi je m'appelle Rebecca, comme tu l'as dit. Mhm. Je vais avoir 48 ans. D'accord. Ça veut dire que j'ai grandi dans les années 80-90 et ça a Mhm. une importance en fait. Ouais. Moi, aujourd'hui, je me reconnais en tant que personne non binaire Ouais. et j'ai été assignée femme à la naissance et j'ai vécu sous cette identité de femme une grosse partie de ma vie. Alors aujourd'hui, je reconnais à plein de moments dans ma vie des périodes où j'ai performé la féminité, en tout cas ce que je comprenais qui était la féminité. Ouais. Et je dois faire le constat que souvent, ça a été en imitant. Mhm. Et c'est là où il y a une question importante sur les représentations, parce que j'ai imité quoi? J'ai imité les représentations que j'avais sous les yeux dans les années 80-90. Mhm. C'est-à-dire que les films, les magazines, alors les magazines pour ados des années 90 sur la question de la féminité, voilà quoi. Ouais, c'est clair. Piquer des hannetons. Mhm. Juste pour ce petit point sur la question des représentations, dont j'imagine qu'on va reparler probablement un peu plus tard. Ouais. En tout cas, je m'étends aussi sur cette question du genre parce que la question du genre, elle a un impact sur mes TCA. Ouais. Sinon, je suis une personne blanche et je suis née et j'ai grandi dans un milieu populaire ouvrier. Mhm. Euh, je viens, pour schématiser très fort, je viens d'une famille de chrétiens catholiques de gauche syndicalistes. Bien le dire parce que quand je dis catho, en général, on n'imagine pas ça, donc j'aime bien le Ouais, dire. c'est vrai. Oui, oui, oui. Mhm. Donc je viens de là, et puis moi je suis partie très tôt dans le théâtre. On m'a inscrit à un cours de théâtre, j'avais une dizaine d'années parce que j'étais hyperactif. J'ai jamais arrêté, c'est devenu mon métier, avec les aléas de ce milieu qui est précarisant. Mhm. Donc à l'époque, je suis passée par la case RMI. Pour les personnes les plus jeunes qui nous écoutent, le RMI, c'est l'ancêtre du RSA. Mhm. Et puis à un moment, j'ai réussi à gagner ma vie en jouant sur scène dans des spectacles. Alors, c'est pas gagner sa vie de fou, hein, mais c'est juste avoir de quoi payer un petit loyer et se chauffer et avoir à manger dans son assiette. Mhm. Quand tu fais un taf que t'aimes et qui a du sens pour toi, voilà. Mais c'est un milieu précaire et particulièrement ces dernières années, avec la pandémie, l'inflation, dernièrement des grosses baisses de subventions assez hallucinantes. Ouais. Ça fait que c'est extrêmement compliqué et que dernièrement, je suis repassée par la case RSA. Mhm. Et ça, je le dis aussi, ça a une importance dans mon identité d'être une personne pauvre et précaire, du coup, Mhm. parce que c'est un gros facteur de stress et que ça Ouais. aussi, c'est une incidence sur la santé mentale et donc sur mes TCA. Mhm. Et puis pour finir, je suis également une personne un peu hors norme
en général au regard de la société. Donc pas d'emploi stable. Je ne suis pas en couple. J'ai une vie relationnelle hors norme et j'ai pas d'enfant. D'accord. Voilà. Voilà, grosso modo, qui je suis. Question qui pourrait prendre plein de... Ouais, mais c'est déjà. Enfin, j'aime bien le fait que tu présentes. Tu vois, tu te mets vraiment dans le contexte un petit peu. Tu vois, du coup, ça explore aussi d'autres parties de ton identité et pas que bah juste. Tu vois, là, une présentation Ouais, peut-être plus. euh, normée. Ouais, normée. Tu vois, ouais, voilà. Souvent, les gens, tu vois, ils vont dire hop, et c'est tout. Enfin, ils vont. Ouais. Mais ok, super intéressant. Et du coup, ouais, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, bah, toi, de ton parcours donc avec les TCA, même si là, tu as déjà un petit peu abordé le contexte, tout ça, mais. Ouais, si tu peux retracer l'histoire. Ouais, alors je place mon entrée dans les TCA, si on peut dire comme ça, Mhm, vers mes 15 ans. C'est le moment où j'entre pas après pas dans l'anorexie. À 15 ans, eh ben, c'est l'adolescence et c'est vivre du harcèlement scolaire et au lycée, beaucoup de propos sexistes et grossophobes sur mhm, moi. mhm, Et c'est aussi le moment où j'apprends que ma maman a des métastases osseuses qui mhm, font suite à un premier cancer et que c'est incurable et que donc elle va mourir. Et c'est à peu près à cette période-là que je situe mon entrée dans l'anorexie. Et puis ensuite, lorsqu'elle décède alors que j'ai 18 ans, je switch vers la boulimie. Et quand j'ai 15 ans, c'était il y a 33 ans maintenant, je ne suis toujours pas guérie ou en rémission. Et mhm, j'ai passé ensuite ma vie à switcher entre l'anorexie, la boulimie et des périodes où j'ai ce qu'on appelle des TCA atypiques, ouais. c'est-à-dire un trouble du comportement alimentaire, mais qui ne correspond pas à tous les critères diagnostiques de l'anorexie ou de la boulimie typique, Mhm, mais qui sont un trouble du comportement alimentaire, qui font autant souffrir et qui ont autant de conséquences sur la santé. Et voilà. Alors, il faut quand même que je dise que je ne suis pas guérie ou en rémission. Ces dernières années, ça va beaucoup mieux. ouais. Les TCA sont moins graves, moins intenses, mais surtout, depuis que j'en parle, depuis que Mhm, j'ai fait le travail que j'ai fait pour comprendre et que j'ai libéré ma parole, mhm, j'ai quasiment arrêté d'en souffrir émotionnellement, en tout cas. mhm, Euh, c'est une maladie qui engendre beaucoup de honte et de sentiments de culpabilité. ouais. Et ça, j'ai arrêté d'en avoir honte et de me sentir coupable. Et c'est quand même un énorme chemin. Ça aide aussi à ce que, même dans les actes, puisque j'ai toujours, voilà, je continue à m'affamer un peu trop souvent et à faire des crises de boulimie par moment. Mhm, Mais le fait que émotionnellement ça aille mieux, ça fait justement que c'est de façon moins grave et moins intense. ouais. Mhm. Voilà. Oui, c'est vrai que au final, la culpabilité, la honte qu'on peut ressentir par rapport à nos propres comportements, etc., c'est vrai que ça peut aussi nourrir un petit peu enfin forcément hein, le TCA d'une certaine façon. Ah ben, complètement, complètement, parce il y a énormément de facteurs différents qui font qu'on plonge dans les TCA. Ouais. Mais il y a une des raisons, un des facteurs qui sont aussi de calmer les émotions négatives. Mhm, Et si on a moins d'émotions négatives parce qu'on a arrêté d'avoir honte et de se sentir coupable, ben, du coup, ça fait que ces émotions négatives-là, il va y en avoir d'autres, mais celles-là, en tout cas, on les calmera pas avec les crises de boulimie, par exemple. ouais. Donc, Mhm, c'est sûr que ça aide. Et ça, c'est un truc que je dis dans ma conf, mais que je trouve important à dire. ouais. En 2016, il y a une étude qui a été faite sur les personnes qui ont des troubles psy. Alors, ça Mhm, comporte les TCA, ça comporte tous les autres troubles psychiatriques. Et cette étude indique que les personnes qui ont des troubles psy, elles disent qu'elles souffrent davantage de la stigmatisation de leur maladie que des symptômes de la maladie elle-même. Et mhm. c'est quand même assez énorme. Ouais, c'est la stigmatisation ajoute à la souffrance aussi, déjà, ce Ah, qui est présente de base. Hmm. oui, 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 complètement. Ouais. Bah, par rapport à tes TCA, du coup, t'as été diagnostiqué, enfin, comment ça a été pris en charge aussi chez toi, on va dire, ton parcours? Alors moi, je n'ai pas de diagnostic officiel, Ok. parce qu'un diagnostic officiel de quelque maladie que ce soit, et ça vaut pour les troubles mentaux, c'est uniquement un médecin qui peut le poser. Mhm. Moi, je n'ai jamais été voir de médecin. J'ai fait 2 fois des thérapies. La première fois, je suis allée voir une psychanalyste, donc, qui n'était pas du tout médecin, Ouais. qui m'a aidée sur certains sujets, mais je pense qu'il y a rétrospectivement qui a aggravé mes troubles sur d'autres facteurs. Ok. Et depuis 3 ans et demi, maintenant, je suis suivie par une thérapeute qui est absolument géniale, Élisande Colladan, qui fait de la thérapie féministe, Mhm. c'est-à-dire qu'elle prend en compte l'aspect systémique de ce qui nous entoure. Et elle est formée en psychotrauma, qui est important aussi, en tout cas pour moi. Et donc, elle n'est pas médecin non plus, donc elle ne peut pas poser de diagnostic officiel.
En réalité, je ne suis jamais allée voir de psychiatre, donc qui serait le seul habilité à poser un diagnostic officiel de trouble mental pour me soigner. Donc, je n'ai pas de diagnostic officiel. Et j'avais envie de faire un petit point précisément sur cette question du diagnostic officiel dans les troubles psy. Ouais. Parce qu'avoir un diagnostic officiel de troubles psy, c'est très souvent un parcours du combattant pour les personnes. Carrément. Ouais. Alors, évidemment, il y a la question des déserts médicaux, Mhm. il y a la question des finances, Mhm. parce que quand on veut passer dans le public, c'est des années d'attente, et Ouais. quand on veut passer par le privé, ça coûte très cher. Mhm. Et aussi, il y a une question, alors c'est très souvent pas la faute des psys, hein, je veux pas stigmatiser non plus les soignants et les soignantes en santé mentale. Ouais. Je sais que c'est un milieu aussi où il y a beaucoup de souffrance au travail, Mhm. où dans l'hôpital public, il y a des logiques capitalistes aussi qui se sont invitées, qui corsent leur travail, voilà. Ouais, c'est clair. Et il y a aussi un certain nombre de soignants et soignantes qui ne sont pas formés, par exemple, au psychotrauma et au stress post-traumatique, Ouais. et des personnes qui n'ont pas forcément réfléchi sur leur biais et leur point de vue situé, c'est-à-dire ce que j'ai fait au Mhm. début de l'interview. Et ça fait que, par exemple, des personnes qui n'auraient pas réfléchi à leur biais raciste, que dans une Ouais. société postcoloniale, nous avons tout le monde, Mhm. leur façon de recevoir des personnes racisées dans leur cabinet, il y a plein d'endroits où elles vont pas s'en rendre compte, mais juste elles sont pas formées à ça, elles Mhm. vont être un peu maltraitantes. Et donc, c'est vrai qu'il y a tout un tas aussi, il y a toute une catégorie de population minorisée, que ce soit sur la question de la race, mais ça peut être aussi sur la question de la transidentité, par exemple, Ouais. où, en fait, ça va être compliqué au bout d'un moment de retourner voir un énième psy parce que, en fait, trop de maltraitance, trop de petites violences symboliques accumulées. Ouais. Et donc voilà, cette question d'avoir un diagnostic officiel dans les troubles psy, malheureusement, c'est vraiment un parcours compliqué. Et c'est pour ça qu'aussi il y a tout un tas il y a une communauté de personnes concernées par les troubles psy qui disent que aujourd'hui, on peut revendiquer qu'un autodiagnostic, c'est valable. D'autant plus que personne n'a envie de s'autodiagnostiquer un trouble psy vu la stigmatisation qu'il y a dans la société. Et donc, en Ouais. général, quand on le fait, c'est après des mois et des mois de recherche pour être sûr que c'est ça. Enfin, voilà. Mhm. Ouais, Voilà. ouais. Je parle d'ailleurs dans ma conférence gesticulée de psychophobie, voilà, qui est la discrimination et la stigmatisation sur les personnes qui ont des troubles psy. Et je pense que c'est important de visibiliser ça et d'en parler. Oui, oui, non, mais t'as raison. C'est vrai que moi, pour le coup, enfin, dans mon expérience, c'est vrai que il y a très peu de gens qui sont vraiment diagnostiqués officiellement de TCA. C'est souvent des gens qui, bah, à force de creuser aussi le sujet, se disent, ah ouais, ok, bah, en fait, je souffre de ça. Et en plus, je trouve des fois, il y a un peu trop, tu sais, ce truc de critères, bah, un peu comme tu disais avec les TCA typiques, tu Mhm. vois. Dès que tu coches pas toutes les cases, tu peux toi-même te dire, bah non, j'ai pas de TCA, tout ça. Enfin, tu te gaslight un petit peu toi-même par rapport à ça. Tu te dis, bah non, je suis pas légitime aussi, bah, peut-être de chercher de l'aide ou voilà, de prendre au sérieux un petit peu ma situation, alors qu'en réalité, bah, toute souffrance est légitime. Donc voilà, mais c'est vrai que, ouais, 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 tout à fait. Toute souffrance est légitime. Ouais. Ouais. C'est- Oui, oui, mais c'est bien de le dire. Ah oui, oui, oui. Ouais, 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 je dis souvent ça, mais c'est vrai, ouais. Et donc, je trouve Ouais. particulièrement aussi pour les TCA, c'est quelque chose, en plus comme ça touche beaucoup de femmes ou de personnes socialisées Oui. femmes aussi, bah, il y a beaucoup ce truc bah, on prend pour nous, quoi. On se dit, bah, tu vois, on s'invente des choses, voilà, on va pas oser se dire qu'on a besoin ouais, de quelqu'un ou qu'on est Mm. concerné vraiment, quoi. Mm. Voilà. Ok. Et du coup, par rapport à donc, ce qui a marqué ton parcours niveau prise en charge, je dirais, c'est la rencontre avec cette thérapeute féministe, tu disais. C'est ça qui a un peu accéléré les choses ou enfin, comment s'est passé un peu ta prise en charge, même sans diagnostic du coup? Il y a d'abord une longue période où je suis dans le déni. Mhm. Et ça, j'en parle un petit peu dans la conf aussi. C'est Ouais. hyper dur d'expliquer le déni. Évidemment qu'il y a une partie de notre cerveau qui sait. Hein. C'est pas. Par exemple, quand je suis au lycée, alors je vais dire un truc un peu. Je préviens les personnes qui nous écoutent, probablement un peu violent à écouter. Mhm. Évidemment que quand je suis au lycée et que le midi, au lieu d'aller à la cantine, je m'enferme dans les toilettes du lycée pour manger 2 carottes et que c'est tout ce que je mangerai de la journée. Mhm. Évidemment qu'il y a une partie de mon cerveau qui sait que c'est pas normal. Évidemment. Mhm. Malgré tout, c'est comme si je me refuse à voir ça. Et donc, ma prise de conscience, pour moi, ma sortie du déni et donc ma prise de conscience, elle est très tardive. Et je pense que c'est la première fois où j'en parle à quelqu'un. Ouais. C'est comme si la première fois que j'en parle et que donc je l'entends de ma propre bouche à haute voix,
tout d'un coup, ça a une existence. Mhm. Et là, je pense que l'entourage, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. À cette période-là, si je parle, c'est parce que pour la première fois, donc à l'époque, il y a toute une partie de ma vie où je me pensais parfaitement hétéro, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais donc je Mhm. beaucoup été en relation avec des hommes. Et à cette période-là, je suis en relation avec un homme assez génial. Et pour la première fois, c'est une relation où je me sens son égal Ouais. et où je ne suis ni perçue comme une petite chose fragile à sauver, ni Ouais. comme un objet de désir ou de satisfaction sexuelle. Et Mhm. ça, cette personne et cette relation, ça fait que ben, tout d'un coup, ça me laisse la place d'être vraiment moi-même, j'imagine, et en tout cas de prendre conscience. Et je pense que c'est grâce à lui que je sors du déni et que je parle. C'est d'ailleurs, c'est à lui que j'en parle la première fois. Et donc là, je prends conscience et donc je commence ma première thérapie, donc la psychanalyste d'obédience freudienne, Ouais. alors qui a été une vraie aide rétrospectivement pour gérer le deuil de ma maman que j'avais pas encore fait à cette époque-là, Mhm. mais qui, de toute évidence, alors c'est là, on est en 2014, donc on est avant MeToo et la société n'est pas la même, hein. Ouais. Mais sur les questions sexistes et grossophobes, par exemple, elle était à l'ouest. Et Oui. rétrospectivement, je pense vraiment que il y a des choses qu'elle m'a dites qui n'étaient pas OK et qui m'ont... Je suis sortie de cette thérapie avec un trouble anorexique très fort, comme j'avais même pas eu quand j'avais 15 ans. C'est-à-dire que là, je suis vraiment partie en anorexie très, très... Enfin, assez sévère, quoi. Mhm. Sauf que je pensais être guérie parce que j'avais arrêté les crises de boulimie. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très répandu, mais je pense que oui. Étant donné la grossophobie de la société et le culte de Ouais. la minceur, je pense qu'il y a énormément. Et pendant très longtemps, je me suis dit, je veux guérir. Et pour moi, guérir voulait dire arrêter les crises de boulimie et donc pouvoir être mince. Donc là, j'avais arrêté les crises de boulimie, donc j'avais arrêté de voir la psy, je pensais Mhm. bien, et je suis repartie Ouais. dans l'anorexie. Et puis après, je suis repartie exactement dans les mêmes schémas qu'avant, donc j'ai refait des crises de boulimie et tout ça. Et après, la prise de conscience, eh ben, moi, vraiment, il y a MeToo. Ouais. MeToo et les prises de parole de plusieurs personnes dans la société, ça a été un truc fort. Par exemple, pour moi, il y a un avant et un après l'interview d'Adèle Haenel dans Mediapart, qui a quasiment 5 ans. Et je me souviens d'avoir regardé cette interview donc, où elle parle d'agression Ouais. sexuelle sur mineurs, de Ouais. pédocriminalité. J'ai regardé cette interview dans un état second. Et vraiment, pour moi, il s'est passé un truc très fort à ce moment-là. Et ça a été, je pense, le début de mes... Alors, il y avait MeToo qui avait déjà eu lieu un petit peu avant et qui avait commencé à faire émerger les choses. Mais là, il y a un abîme qui s'est ouvert. Et je dois dire que ce qu'on appelle la nouvelle vague du féminisme, moi, je l'ai enfourché, mais avec un enthousiasme débordant. Ouais. Et donc, dans la foulée, il y a aussi beaucoup de choses, beaucoup de sous-sujets, enfin de sous-sujets, de réels sujets, hein, mais de sujets qui étaient parfaitement invisibilisés avant et qui ont commencé à sortir. Il y a eu beaucoup de témoignages de personnes concernées sur plein de sujets. Et moi, j'ai commencé à prendre conscience aussi de plein de choses de mon passé. Ouais. Suite à ça, en février 2021, j'ai participé au MeToo Inceste. Ouais. Et puis, dans la foulée, ça m'a un peu déglingué, cette prise de parole du MeToo Inceste, même si pour moi, ça s'est, entre guillemets, bien passé parce que dans toutes les personnes qui sont venues me parler derrière, il y a quasiment personne qui m'a agressé ou qui a minimisé, ou alors Ouais. que des expériences qui ont pu avoir lieu pour des personnes qui ont pris la parole, hein. Ouais, c'est vrai, oui. Pour moi, entre guillemets, ça s'est bien passé et ça a été quasiment que des messages de soutien. Mhm. Mais ça a été extrêmement chamboulant à vivre. Et donc, suite à ça, j'ai ressenti le besoin d'aller reconsulter alors que je ne l'avais pas refait avant. Et c'est là où j'ai rencontré ma super thérapeute féministe Mhm. Mhm. qui est formée en psychotrauma, je le disais tout à l'heure, je pense, et donc qui m'a aussi aidé à comprendre en quoi mon vécu d'enfant incesté est un vécu traumatique Bien sûr. et a amené aussi la mise en place de conduites addictives, dont les TCA Mhm. qui était là pour calmer ma part du cerveau qui était en alerte. Enfin voilà, il y a tout un tas de prises de parole, d'entourage qui a été aidant Mhm. et de trouver la bonne thérapeute qui m'a fait prendre conscience de plein de choses. Et ensuite, euh, je me suis engagée dans le processus de créer une conférence gesticulée. Et là, quand on crée une conférence gesticulée, on va se documenter, c'est-à-dire que j'ai passé 6 mois pour créer la conférence gesticulée, à passer mon temps à aller lire des choses, à aller regarder, écouter des choses, et ça m'a amené encore plein d'autres prises de conscience.
Mm. Je vais peut-être expliquer ce que c'est la conférence Ouais, gesticule. carrément, bah, je vais te demander ouais, que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire. Ouais. Mm, Une conférence gesticulée, c'est un outil qui est issu de l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est un principe qui promeut que on peut s'éduquer en dehors des circuits d'éducation traditionnels mm. et que chaque personne est porteuse d'un savoir. On est expert, experte de nous-mêmes. Et donc, la conférence gesticulée, c'est une forme de spectacle, Ouais, mais où c'est une personne, c'est pas un personnage, c'est une personne qui vient prendre une parole publique sur un sujet. Et donc, moi, je viens du théâtre, mais en fait, il y a énormément de personnes qui font des conférences gesticulées qui sont pas du tout dans le milieu. Et c'est une prise de parole personnelle sur un sujet. Quand on s'engage dans un processus pour créer une conférence gesticulée, ça se fait au sein d'une formation qui est longue. Donc là, par exemple, l'Étincelle, qui est la structure qui m'a formée à Lille, c'est 6 mois de formation. mhm. Et en fait, on revisite sa vie et donc on explore l'intime. Et donc sur scène, on va parler de choses intimes, ce qu'on appelle dans le milieu de la conférence gesticulée le savoir chaud. Le D'accord, savoir ouais. chaud, donc c'est le savoir de son expérience parce que notre Mm. expérience est un vrai savoir. C'est vrai, oui. Et cette expérience et ce vécu, on va aller les interroger au regard de ce qu'on appelle le savoir froid. Donc, on va aller lire des choses. Alors, très souvent, dans la conférence gesticulée, c'est plutôt dans le domaine de la sociologie. Moi, ça a été beaucoup dans les sciences, dans l'histoire, dans le médical. Et donc, on va aller chercher des paroles et des études et des recherches d'experts et d'expertes. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va nous aider à produire une analyse politique de nos vécus et donc à resituer nos vécus dans un système. Donc, une conférence gesticulée, c'est donc une personne qui va parler de sa vie, de son intime, et qui va amener des connaissances sur ce vécu pour l'éclairer. Ok, Voilà. d'accord. Ok. Ouais, c'est une. Bah moi, c'est vrai que quand on m'a parlé du coup de ta conférence, de la conférence gesticulée, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Parce que vu gesticuler, tu sais, tu te dis, c'est quoi? C'est de la danse contemporaine. Tu vas faire des trucs de danse, je sais pas quoi. Ouais, non. Ouais, Il peut y avoir des conférenciers et conférencières gesticulantes qui font de la danse sur scène. Pourquoi pas? Moi, je joue du ukulélé dans ma conf, donc pourquoi c'est pas? vrai, oui. Oui, oui, puis c'est Mais très créatif. C'est vrai que tu chantes, il y a du oui. dessin aussi. Enfin, c'est ta présentation aussi avec tes petites slides, tout ça. Oui, J'imagine que oui. c'est réussi. Ouais. Ben, l'idée d'appeler, alors je ne sais pas exactement la personne qui a nommé ça conférence gesticulée, ce que la personne avait derrière la tête, mais l'idée Ouais. c'est de dire que c'est une conférence, mais quand c'est une conférence de personnes non concernées qui vont parler que d'un sujet théorique, c'est quand même un truc parfois un peu, soyons clairs, parfois ça peut être un peu chiant. Et en tout cas, ouais, c'est impersonnel, quoi. Ouais. Donc, derrière le mot gesticuler, il y a l'idée de dire que c'est une conférence, mais on va y mettre du mouvement, on va y mettre de la vie, ça va être incarné par une personne, en Mm. tant que personne concernée. Ouais, c'est dans ce sens-là, en fait, du coup, Ouais, le c'est dans ce sens-là. côté gesticulé, ouais. Pas conférence, plus TEDx, en fait, on va dire. Ouais, voilà. Ouais, oui, Ouais, oui. ouais, ok. Et comment t'en es venu à faire cette conférence dans le sens, bah, qu'est-ce qui t'a motivé? Et puis, du coup, c'est un collectif, ça, l'étincelle, du coup, c'est comment tu les as rencontrés aussi? Qu'est-ce qui m'a emmené à faire une conférence gesticulée? Ben, j'ai dit tout à l'heure toutes mes prises de conscience, Ouais, et puis comment j'ai pris à bras le corps le féminisme. ouais, Et il est venu un moment où j'ai eu envie de militer. mhm, Et mon endroit, c'est la scène, ouais, puisque c'est mon métier. Et oui, donc, c'est vrai. ben, à partir du moment où une conférence gesticulée, c'est quelque chose qui se passe sur scène, en fait, c'était le moyen pour moi de raccorder mon métier avec mon envie de militer. Mhm. Et alors, j'aurais pu écrire un spectacle de théâtre, même si je ne suis pas auteuriste, mais why not? J'aurais pu me lancer là-dedans. Sauf que, encore une fois, comme moi, dans mes prises de conscience et dans ce qui m'a aidé, c'est des prises de parole de personnes concernées. J'avais envie de le faire en tant que personne concernée, d'avoir une prise de parole en tant que personne concernée et de pas me cacher, entre guillemets, derrière un personnage de théâtre, quoi. Ouais, ok. Et donc, quand je me suis dit, ben, c'est génial, je vais faire une conférence gesticulée, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais. Donc moi, j'habite à Valenciennes pour Mhm. l'instant, dans le nord, et on m'a parlé d'un collectif, enfin d'une structure Ouais. qui s'appelle l'Étincelle, qui est basée à Lille. Et c'est donc une structure qui fait de l'éducation populaire politique. C'est-à-dire elles forment par exemple à la conférence gesticulée, mais elles font aussi plein d'activités. Ils font des interventions dans pas mal d'endroits. C'est plusieurs personnes qui ont un peu chacune leur petite spécificité.
Ouais. Il y a actuellement à l'Étincelle ces deux personnes, William et Sandrine. Et donc voilà, elles interviennent. William, par exemple, intervient beaucoup auprès du syndicat des motards. Je crois que ça s'appelle comme ça, mais je suis pas sûre. D'accord, ouais. À la fac de Lille en sociologie, Sandrine s'est plus spécialisée aussi sur les violences sexistes et sexuelles et donc elle intervient également beaucoup sur ce sujet auprès de plein de publics différents. Mhm. Et elles font aussi un certificat universitaire à la fac de Lille qui s'appelle Éducation populaire et transformation sociale, que j'ai Ok. suivi dans la foulée du Montaconf, qui est la formation pour faire la conférence gesticulée. Ouais. Et aussi cette formation parce que je me forme à plusieurs outils d'éducation populaire parce que j'ai envie d'aller mener des ateliers. Moi, je fais des ateliers, j'anime des ateliers théâtre depuis fort longtemps et j'ai Ouais. envie d'idée l'éducation populaire pour aller travailler sur certains sujets avec différentes populations. Et D'accord, donc ok. voilà, l'étincelle, c'est de l'éducation populaire politique, c'est-à-dire que leur credo, c'est que la transformation sociale, dont on a envie, parce que le monde actuellement, il ne va pas très bien, Oui. elle va passer par les personnes, elle va passer par les personnes, et qu'en fait, chaque personne, bah, c'est le principe de l'éducation populaire, chaque personne est Mm. porteuse d'un savoir, et donc, c'est vraiment pas quelque chose de descendant. Mm. On amène des outils pour dont les gens peuvent s'emparer pour être acteuristes de leur propre façon de reprendre pouvoir, de s'empouvoirer. D'accord. Voilà. Et du coup, ouais, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, comment ça a été de faire cette conférence? Déjà, bah, bon, déjà le thème, j'ai l'impression que c'est venu très vite, peut-être à toi, Ouais, peut-être de choisir cet angle-là. ouais. Mais du coup, ouais, comment t'en es venu vraiment à la structurer comme tu l'as fait? Et puis, quel petit challenge t'as rencontré, on va dire, sur la... Ouais. La formation pour faire une conférence gesticulée, c'est toujours une formation collective, Ok. c'est-à-dire que quand on est 8 personnes, Ouais. en fait, probablement qu'elle n'aurait pas la même tronche, ma conf aujourd'hui, si ça avait été avec 7 autres personnes, parce qu'on s'apporte des choses les uns une les autres, il y a des Hmm. regards particuliers. Ah oui, Euh, ok. et donc, ces huit sujets différents, mais en fait, c'était curieux, il y avait plein d'endroits où on voyait aussi des choses qui se rejoignaient, il y avait des choses qui... Hmm. Ouais, mais bon, c'est pas très étonnant, en fait, parce que Ouais, oui, c'est ce que j'allais dire, en fait. quand Si on c'est creuse sur des politique, sujets ouais. qui nous font souffrir, bah oui, c'est ça, on rejoint un petit peu les mêmes. Ouais, s'il y a beaucoup de choses systémiques, au final, enfin, Oui, tout est lié d'une certaine façon, tu peux vite trouver, je pense, des connecteurs, quoi. Ouais. ouais, complètement. Ça, que ce soit William et Sandrine de l'Étincelle ou que ce soit mes partenaires de stagiaires, il y a eu quand même. Ça a été, cette formation, je l'ai suivie à la fin de la pandémie. On portait encore le masque à ce moment-là. C'était Hmm. la première formation à la conférence gesticulée qu'il faisait depuis le confinement. Et je sais pas, il y avait un truc un peu. Peut-être que justement, c'est parce que c'était cette période-là. Ouais. Et aussi, ces personnes-là, je veux dire, on avait vraiment plein de choses en commun. En tout cas, ça a été extrêmement soutenant. Alors, c'est curieux parce que à la fois, il y avait beaucoup de sujets. Il y a parfois des personnes qui font des conférences gesticulées sur des sujets, entre guillemets, un peu plus légers. Là, il y avait des sujets lourds chez chacun, chacune. Ouais. Et en même temps, je crois que ça nous a aidé vraiment au soutien. Donc oui, ça a été. Alors, c'est aussi un moment où j'étais fort soutenue par ma thérapeute. Et je pense que travailler sur un sujet aussi compliqué, si j'avais pas eu ma thérapeute à ce moment-là, je ne sais Hmm. pas si j'aurais été au bout. Ouais. Parce que, évidemment, c'est donc, j'ai dit tout à l'heure, c'est 6 mois de formation. Donc, c'est 6 mois où j'ai sans arrêt été lire des choses sur les TCA et Hmm. sur les sous-sujets que j'évoque, hein, les agressions sexuelles, l'inceste, Ouais. la grossophobie, enfin vraiment sur Sûr. la psychophobie. Et donc, c'est vrai que pendant les 6 mois de formation, mes troubles se sont intensifiés parce qu'en fait, Ok. je ne pensais que ça faisait Ouais. ressortir plein de choses, quoi. Oui, ça réactive pas mal de choses, c'est Ça clair. réactive, ça Ouais. réactive. C'est vrai. D'ailleurs, je la joue pas régulièrement, cette conf, et à chaque fois que je la rejoue, du coup, je suis obligée de la répéter en Ouais. amont. Ouais. Et à chaque fois que je la répète, ça me fait la même chose, c'est-à-dire que ça me replonge dedans. Ouais. Par contre, et je ne sais pas encore où ça se situe, je ne sais pas l'expliquer, mais par contre, quand je la joue Ouais. pour un public et que je sens les gens avec moi et que je sens que ça fait du bien aux gens et qu'on vient me le dire après, je ne l'ai pas fait pour ça du tout. Moi, au départ, je me suis dit, il faut en parler. Parce qu'il Ouais. faut enlever le tabou, il faut enlever la stigmatisation, il faut apporter des graines aux gens pour que les gens aillent mieux. Donc, je ne Ok. l'ai vraiment pas fait pour ça, mais aujourd'hui, quand je la joue, ça a vraiment un effet thérapeutique sur moi. Ça, c'est la petite cerise bonus à laquelle Ouais. je m'attends pas, mais vraiment, ça a cet effet-là.
Est-ce que tu as été surprise de comment les gens réagissaient après ta conférence? Ou... Pas tant que ça, parce que c'est des choses que moi j'ai pu vivre. Voilà, quand je parlais de la prise de parole d'Adèle Haenel Ouais, il y a 5 ans, ça m'a fait un peu cet effet-là, quoi. J'aurais eu d'accord. envie de la prendre dans mes bras et de lui dire merci de Ouais. cette porte-là de compréhension. Et puis, il y a aussi eu les réactions quand j'ai fait sur les réseaux sociaux le MeToo Inceste. Alors, du Mm. coup, après ma conf, il y a deux types de réactions. Enfin, il y a plein de réactions différentes. C'est pas facile pour les gens, mais Oui, classe quand même dans deux. Il y a vraiment beaucoup de merci, à la fois de personnes concernées par ouais. soit les TCA, soit d'autres choses approchantes dont je Oui, c'est parle, vrai. soit de personnes, parfois ça m'est arrivé de personnes qui me disent, ben moi je suis venue seule, je ne suis pas concernée, mais je vis avec une personne concernée et ça m'aide à comprendre cette personne aussi. Ah Donc il y a ouais. beaucoup de merci. Ouais. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui me disent, moi aussi, Mm. sur parfois des sujets un peu compliqués. Mhm. Et je sens que ça ouvre la parole. Ouais. Alors j'ai toujours une petite angoisse de me dire, ah, avec quoi je laisse repartir les gens? Ouais. Est-ce que les gens vont trouver du soutien derrière? Est-ce que si ça fait popper des Ah, choses de leur passé, de leurs souvenirs? ah oui. Là, Ok. je réfléchis à mettre en place ce que j'ai pas forcément fait jusqu'à présent, mais à mettre en place à minima dans les endroits dans lesquels je vais jouer, trouver quelles sont les structures qui sont aidantes à proximité et avoir, si ce n'est des personnes de ces assos ou de ces structures, au moins des tracts, avoir les numéros verts, parce qu'il y a des numéros verts pour des lignes de soutien, des lignes d'écoute. Ouais. En tout cas, enfin voilà. Mais Ouais. oui, ça ouvre la parole, ça ouvre la parole. Et ça m'a. Et donc, oui, c'est ça. Je raccroche à ta question initiale. Ça m'a pas surpris, ça, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé pendant mon MeToo inceste, c'est-à-dire que Ouais. il y a, j'en sais rien, un tiers ou un quart des personnes qui m'ont écrit suite au MeToo inceste, où c'était pour me dire, moi aussi. Ouais. Et beaucoup de personnes qui m'ont dit, moi, je ne peux pas parler en public aujourd'hui pour X ou X raisons, mais moi aussi. Parce que toi, ta prise de parole, tu l'as faite sur, sur un réseau social en particulier? C'est ça? Euh, je l'ai fait, j'étais pas sur Insta à l'époque, ou je sais plus, mais je l'ai fait sur Facebook et j'ai ouvert spécialement un compte Twitter pour ça, sur D'accord, lequel je ok. ne suis plus jamais retournée depuis. Ouais. Et alors qu'en général, sur Facebook, je communique juste à mes amis. Là, ce post-là, je l'avais ouvert à Ah, mode au public. public, ok. Et Ouais. c'est vrai que dans les 3 semaines qu'on suivi, j'ai eu entre 300 et 350 messages. Donc, Ah c'est ouais, énorme. énorme, y compris Mhm. des gens que j'avais croisés une ou deux fois dans ma vie, des inconnus. Ça a été un peu un déferlement, ça. Ouais. Ouais, puis ça, faut Ah l'encaisser un bah, petit peu, le vivre aussi. Puis s'il y a des gens, tu vois, qui prennent la parole suite à ça, mais tu vois, justement en te parlant, en te contactant, et ça peut être oui. aussi un petit déversoir d'une certaine façon Ah de mais tout ce qu'ils ont complètement, complètement, caché. Ouais, carrément. complètement. Et j'étais pas préparée à ça. Ouais. Et je pense que ce serait bien de le visibiliser, de dire aux personnes avant une prise de parole, Mm. voilà ce qui peut se passer. Et encore, moi, encore une fois, ça a été majoritairement du soutien. Mais il peut y avoir l'effet inverse. Et Ouais. donc, je pense que c'est bien que les personnes en prennent conscience avant une quelconque prise de parole, parce que si on pense qu'on va se mettre en danger, si on n'a pas le soutien, moi, heureusement que j'avais des personnes vraiment très soutenantes autour de moi et ma thérapeute, encore une fois, pour gérer Ouais. cet flux Ouais, c'est de ça. messages que j'ai eus et pour gérer ce nombre de mois aussi, c'était pesant, quoi. Ouais. Oui, puis tu te rends compte aussi de l'ampleur, je Ah pense, ouais. tu vois. Mm, mm. Ouais, mais en plus, toi, enfin, je me souviens de ta conférence, du coup, au début, tu disais bien. Bah voilà ce que ça peut amener aussi. Et puis peut-être que si vous sentez pas bien par rapport au thème que Oui, j'évoque, vous pouvez partir. Enfin, ça, je trouve ça très cool aussi de le dire parce que ben, c'est vrai qu'il y en a peut-être, ils vont, tu vois, ils vont se sentir un peu trigger, on va dire, par tout ce que tu dis. Et puis ils savent même pas peut-être, hein. Il y en a, tu vois, oui. parfois on peut être trigger par des choses et on sait pas trop encore pourquoi. Et peut-être parce que ça Ah bah, réveille des choses chez nous qui étaient endormis d'une certaine façon. Mais tu vois, d'avoir la liberté de se dire, ok, ben en fait, je sens un malaise, donc je peux m'en aller. Et c'est ok, je veux pas être jugée, on va dire, par les autres, c'est aussi bien, quoi. oui, moi je trouve que j'ai pas encore trouvé vraiment l'équivalent du fameux care dont on parle beaucoup, Mhm. c'est-à-dire prendre soin. Mais je crois que dans le care, il y a autre chose, enfin, c'est encore plus fort que le prendre soin. Je Ouais, pense qu'on a réellement, réellement besoin de mettre ça en place partout dans la société. Probablement, c'est pas quelque chose, là, ça sort spontanément. C'est, en l'occurrence, c'est pas quelque chose à laquelle j'ai réfléchi, contrairement à tous les autres sujets dont on parle aujourd'hui. Je me dis que dans la façon d'éduquer nos enfants, il y a vraiment nier les émotions. Il faut les cacher, il faut les ouais, nier. Et donc, ça fait aussi,
des générations entières de personnes qui sont pas très à l'écoute de leurs émotions. Ouais. Et je pense qu'on a urgemment besoin de dire que les émotions, c'est OK, Ouais. et qu'on est des êtres, enfin, je veux dire, Oui, c'est les émotions, normal. c'est Oui. des circuits neuronaux, on est foutu comme ça organiquement. Bah oui, 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 Ça carrément. nous indique quelque chose et il Ouais. faut pouvoir les écouter et les prendre en compte. Et Ouais. en fait, rester quand on n'est pas bien, pour X ou X raisons, c'est pas OK. Et j'ai bien conscience que je parle beaucoup de sujets dans ma conf qui sont, oui, potentiellement trigger, comme tu dis. Et j'ai vraiment envie que les gens prennent soin Ouais. d'elles-mêmes. Et que donc, oui, Mhm. enfin voilà, apprenons à apprendre, à nous écouter et à prendre soin de nous. Et c'est pas si facile parce qu'on a vraiment tout un système qui va à l'encontre. Bah ouais. Oui, oui, bah c'est clair. Bah, tu vois, genre l'alimentation intuitive, c'est exactement ça. Tu vois, c'est s'écouter, mais pas que d'un point de vue alimentaire, Mm. simplement, tu vois. C'est toute la dimension, bah, déjà, du corps aussi, dans d'autres de ces signes aussi, mais aussi tout ce Mm. qui est émotionnel, de dire, bah voilà, une émotion, c'est un message, en fait, tout simplement. Et voilà, il y a des émotions désagréables et plus agréables, bon, voilà, mais ça n'empêche que voilà, chaque émotion est légitime aussi. Moi, j'insiste aussi beaucoup sur ça. Pour ça, toute souffrance est légitime, pour moi, ça Ouais. recoupe aussi ça. Et en plus, pas plus tard qu'il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai un programme de groupe justement sur l'alimentation intuitive. Et j'ai justement un module sur les émotions, parce que c'est un des principes en fait de l'alimentation intuitive. Et je disais au final que notre moi émotionnel, d'une certaine façon, est très brimé par la société, parce qu'on a toujours ce truc de voilà, faut pas montrer ses émotions, ou si tu les montres, faut les montrer d'une certaine manière. Et puis en plus, ça dépend de comment tu as été socialisé. Quand t'es Ah un homme, oui. bah voilà, pleurer quand t'es un homme, c'est compliqué. Par contre, quand t'es une femme, bah la colère, c'est compliqué. Enfin, Oui. et tout ça, ça fait que on se tu vois, on s'enferme un peu dans nos émotions, on les exprime pas, on les régule pas, alors qu'une émotion, c'est fait justement pour que bah, elle soit entendue, écoutée, comprise, régulée après pour que ça, voilà, que ça circule d'une certaine façon. Mm. Et donc, ouais, et ça, c'est clair, ouais, c'est pas évident aussi, hein. Mm. Non, c'est un truc à réapprendre, ouais, probablement. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, l'accueil. Moi, j'appelle ça l'accueil des émotions. En fait, Mm. c'est tout à fait ça. Et on n'apprend pas à les accueillir, pas du tout. Non. Donc, c'est clair, ouais, c'est aussi notre déprogrammation à faire aussi de ce sens-là, quoi. Et qui est aidante après, bah ouais, pour forcément le trouble Mm. alimentaire, etc. Mm, mm. Mm. Ok, et du coup, d'un point de vue technique, on va dire, même savoir-être, on va dire, par rapport à ta conférence, bah, après, toi, c'est ton métier, peut-être, de te Ouais. mettre en scène d'une certaine façon. Enfin, comment t'en es venu à structurer un peu les sujets, tu vois, le fil conducteur, à amener aussi les termes, parce que bah, c'est pas évident. Enfin, je trouve que tu fais vraiment, ta conférence, il y a un énorme, on le sent, hein, il y a un Mm. énorme effort de vulgarisation des termes, t'expliques plein de trucs, et en plus de façon tellement pas ennuyante. Parce que je sais que c'est les trucs comme ça. Punaise, on peut vite tomber dans les définitions, tu vois, un peu trop, bon, voilà, on comprend pas. Ouais. Et là, je trouve que tu le fais très bien. Ben, Comment merci t'as parce fait? que ça a été un sacré défi. Bien sûr. Euh, je suis vraiment pas de nature scientifique. Les concepts et tout ça, enfin vraiment, c'est compliqué pour moi. Ouais. J'avais vraiment envie d'expliquer, par exemple, j'explique ce qui se passe quand on encode certaines expériences en stress post-traumatique, Oui, oui, la c'est vrai, avec le libération, petit la schéma du dissociation, cerveau, tout tout ça. ça. Et il a d'abord fallu que je comprenne. Et c'est vrai, alors ma thérapeute m'a aidée pour le sujet aussi, puisqu'elle est formée encore une fois en psychotrauma. Ouais. Mais ouais, il a fallu que je comprenne. Et ça a d'abord été un gros boulot, quoi. Mhm. Fallait que parce que j'avais commencé à essayer de trouver comment vulgariser, mais je me frottais à, non, mais ça, je peux pas le dire comme ça. Ah, mais c'est parce que j'ai pas tout à fait compris. Et donc, je pense qu'il y a plein de moments où j'ai fait des allers-retours entre des tests de comment je vais le raconter Ouais. et je voyais à plein de moments, ah, là, si j'y arrive plus, c'est parce qu'en fait, j'ai pas tout à fait compris. Donc, j'allais rechoper. J'ai fait des allers-retours sans arrêt entre Ouais. comprendre et me replonger dans des écrits et des trucs scientifiques. Ouais, C'est compliqué. Mais oui, par exemple, cette histoire, je voulais vraiment l'expliquer sur scène parce qu'on parle beaucoup de la dissociation. Je pense que tout le monde a entendu ce mot-là. Mhm. Mais comprendre que c'est pas juste entre guillemets dans notre tête et en même temps notre tête, c'est notre corps aussi. Tu vois, il y a vraiment parfois une distinction de dans la tête, ben tout du coup c'est plus dans le corps, mais en fait la tête et le Ouais. cerveau c'est le corps. Oui, c'est vrai. Et expliquer que c'est des vrais phénomènes organiques
qui se passe pour du vrai dans les mécanismes de nos neurotransmetteurs et dans notre mémoire et dans notre hippocampe et dans notre amygdale, enfin tous les trucs, ce sont des parties de notre corps au même titre que, j'en sais rien, si on a une tendinite ou un claquage à la cuisse, quoi. Enfin, Mhm. donc j'avais vraiment envie de l'expliquer parce que je trouve que c'est aussi comme ça, en prenant conscience que ce sont des vraies choses réelles, qu'on va arrêter de dire ouais, c'est vraiment que dans ta tête, en ayant l'impression de dire c'est parce que tu le veux pas ou c'est, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, j'avais besoin de l'expliciter. Et après, ben, ça a fait ça un peu sur tous les sujets. J'ai fait des allers-retours entre retourner lire, retourner m'informer pour comprendre tel détail et repasser par le plateau pour essayer de le... Et alors, un des très gros défis de cette conf, c'est Ouais. que elle ne dure pas 5 heures. Oui, c'est vrai. Oui, Parce que c'est vrai. je pense que le premier jet durait 3 heures et demie. Il y avait tellement de sous-sujets en fait dont je parle et je voyais pas comment faire l'économie Ouais, puisqu'il y a toute cette deuxième partie où je parle des facteurs qui amènent à développer des TCA et que c'est important de comprendre d'où ça vient ouais. quand on développe ces troubles. Et je me voyais pas ne pas être exhaustif en fait sur le sujet. Mais du coup, il fallait pour chaque sujet restreindre. Ah bah ouais, ouais, c'est Et clair. ouais, ça, Mhm. limiter le temps, ça a été un vrai, un vrai défi. Oui, 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 c'est clair. Ouais, bah, tu vois, à ma petite échelle, moi, je fais des fois des masterclass ou des événements comme ça, et justement sur, bah, que ce soit sur l'alimentation intuitive ou d'autres sujets. Et c'est vrai que c'est quand même, ouais, c'est un sacré défi de vulgariser, d'expliquer en fait assez pour que les gens comprennent, et à la fois aussi, bah, pas non plus noyer les gens sous Oui, trop d'infos ou que ce soit trop long aussi. Bah, forcément, l'attention, surtout, de plus en plus, notre attention est réduite. Donc, oui. c'est vrai que c'est pas, ouais, c'est pas facile, quoi. Mm. Cela dit, là, elle a, je pense, sa forme finale, même si ça Ouais, bouge un petit peu, parce qu'en fait, je me tiens au courant de l'actualité, et puis je continue, en fait, maintenant que j'ai plongé dans ce sujet, je continue à lire plein de trucs, en fait, et je continue à me documenter parce que j'ai un réel intérêt, enfin, ça m'apporte. ouais. Donc, elle change toujours, mais là, sa forme finale, elle est relativement récente. J'ai commencé à la jouer, elle ressemblait pas du tout à ça. On affine au fur et à mesure, et les conférences gesticulées, je pense que c'est important aussi de le dire, c'est un outil dont n'importe qui peut s'emparer. Et je trouve qu'un des intérêts, alors moi j'avais déjà accès à une parole publique puisque voilà, je joue sur scène et tout ça, Mhm. mais c'est un outil dont ce serait super que chacun et chacune puisse s'emparer et que ça puisse donner la parole à des personnes qui n'ont pas la parole dans l'espace public. Mhm. Ça veut aussi dire que moi, j'ai eu envie qu'elle soit à Pepsi, puis j'ai eu envie de rajouter voilà, mes petits dessins, mon ukulélé, Ouais, t'as fait du, et oui, il y puis a du parce que je chant. viens Ouais, du milieu du spectacle vivant et que j'avais envie de ça. ouais. Mais une conférence gesticulée, ça peut ne pas être une forme aboutie. Ça peut et ça doit, on doit pouvoir donner accès aux personnes pour qui, par exemple, l'oralité est plus compliquée. C'est OK, Mhm. par exemple, une conférence gesticulée où une personne lit sa conf. Parce que sinon, ça veut dire qu'on exclut de cet espace-là et de ce Mhm. témoignage de personnes concernées, des personnes qui n'ont pas eu accès, soit qui n'ont pas la langue française comme langue natale, Oui, c'est vrai. Mhm. des personnes qui, pour X ou X raisons, s'expriment moins bien, qui n'ont pas eu accès au même parcours scolaire, etc. Et donc voilà, il faut que ça reste un outil d'éducation populaire politique, c'est-à-dire laisser la parole aux personnes concernées, même quand c'est moins Oui. attirant en forme, en termes de spectacle, quoi. Ouais, oui, oui, t'as raison. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux aussi sur ces plans-là, même de prise de parole. Il y a des, ça dépend aussi de la famille dans laquelle t'as été élevé, dans le milieu aussi social, tout ça. Enfin, il y a plein de choses qui font que, voilà, on est Ouais, plus ou moins à l'aise avec certaines compétences, mais c'est clair, oui, du complètement. coup, c'est vrai qu'on peut discriminer d'une certaine façon. Mm. Si on dit bah, conférence gesticulée, c'est que pour les gens qui font du théâtre ou qui sont très à Ouais. l'aise, bah, c'est vrai que ça peut couper aussi, puis couper d'un message aussi, ouais, carrément. Complètement. Qui est essentiel parce que c'est justement les personnes qui n'ont pas accès, dont la voix n'arrive pas dans l'espace public, c'est ces personnes-là qu'il faut écouter. Hmm. Ouais, bien Sinon, sûr. il n'y a pas d'endroit où on va les entendre, quoi. Justement, en abordant certains sujets dans ta conférence, est-ce qu'il y a des moments où tu avais un peu le syndrome de l'imposteur d'une certaine façon sur Ouais. certains sujets, tu vois, ou de dire bah là je parle alors que je suis pas une personne, tu vois, typiquement, je sais pas, je Ah, pense à la, tu vois, il y a ça aussi. Des fois, eh ben, on peut aussi se dire sur ça. la grossophobie, Oui, par exemple. évidemment que. Alors, je parle du culte de la minceur, et ça, c'est Ouais. une chose. Mais je parle de grossophobie, et je tenais à en parler, parce que Mhm. pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est.
c'est un système hein, Bien sûr, oui, oui, carrément. oppresse et discrimine les personnes grosses. Et Mhm. je me suis posé la question parce que moi, donc, je souffre de TCA, mais je ne suis pas une personne grosse. Ouais, Et donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas vécu les discriminations que vivent les personnes grosses, hein. Il y a des ouais, études qui disent qu'elles sont discriminées à l'embauche, donc à l'accès à l'emploi, à l'accès au logement. ouais, Moi, j'ai pas vécu ça. Et donc, j'avais peur de parler de ça sans être une personne concernée et de m'approprier. Alors, ça fait que j'en parle, mais sans m'étendre sur le sujet. Enfin, je pense que je dis à peu près ce que je viens de dire là, c'est-à-dire ouais, que ces personnes sont discriminées à tel et tel endroit, ouais, mais que c'est important de dire que moi, je ne le vis pas. Et ouais, depuis quelque temps, je suis plusieurs comptes Insta sur la grossophobie de personnes concernées. ouais. Et j'ai eu un truc un peu dernièrement qui m'a retourné la tête parce que j'entends beaucoup, et moi-même, j'utilisais ce terme-là, j'entends beaucoup pour les personnes qui souffrent de TCA, de grossophobie intériorisée. Ah oui, tu parles du poste de corps cool? Oui, Mhm. complètement. Et là, je Ouais, me suis dit, je vais arrêter de parler de grossophobie intériorisée, en fait. ouais, Je souffre de quelque chose. Par contre, je ne souffre pas de, de la grossophobie parce que moi, je ne suis pas discriminée dans l'espace public, dans l'accès au logement, etc., par la grossophobie. Et en plus, si je dis je souffre de grossophobie intériorisée parce que je veux surtout pas grossir, euh, mhm. je vais faire tout et n'importe quoi pour ne pas grossir, Ouais, donc pour ne pas ressembler aux personnes grosses. Quel message, en fait, j'envoie aux personnes grosses de leur dire je vais faire tout sauf vous ressembler. ouais, Et en fait, j'ai pris conscience grâce à ce poste dont tu parles, ouais. euh, c'est quel degré de violence en fait de dire ça. Donc, j'ai accepté de dire si aujourd'hui je continue à ne pas vouloir grossir, c'est pas que j'ai de la grossophobie intériorisée, c'est que je suis grossophobe. Et Mhm. ben en fait, la société elle est grossophobe et j'ai intériorisé, alors, j'ai Oui, ça dans mon schéma de oui, c'est pensée. ça, exactement. Par contre, je veux le déconstruire. C'est Ouais, comme quand on entend beaucoup, et je trouve que c'est hyper pertinent, la société est raciste. ouais, Euh, et les personnes blanches, on n'est pas responsable du colonialisme aujourd'hui, en oui, 2024. carrément. Et on n'est pas responsable des biais racistes qu'on a intériorisés. Par Ouais. contre, si on ne les visibilise pas et si on ne fait pas le travail pour les déconstruire et pour lutter contre le racisme, là, Mhm. on est responsable. Et je pense que Oui. moi, je mets ça un peu au même niveau. Oui, Mhm. aujourd'hui, il faut bien que je me rende compte que oui, je suis grossophobe parce que j'ai intériorisé ces trucs-là. Ouais, voilà, on l'est Si je tous. fais pas Enfin, pour moi, on l'est l'effort. tous, hein. Ben ouais, mais si je fais pas l'effort de le déconstruire Ouais, euh, pour être une vraie personne alliée ouais. euh, des personnes qui sont grosses et qui subissent tellement de violence, ben en fait là je suis responsable en fait si je fais Oui, rien oui, oui. pour Oui, travailler toi-même, là-dessus. tu dis pas que c'est ta grosse phobie qui parle, on va dire, dans ces moments-là, quoi. Ça Ouais, faut soi-même se dire, oui, oui. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai que moi aussi, enfin, dans mes espaces aussi, du coup, on fait du groupe aussi, tu vois, enfin, notamment dans le groupe, je trouve. Parce que quand t'as plusieurs personnes, tu vois, qui ont des corpulences différentes, etc., ben, tu vois, quand une femme mince va dire, bah, je sais pas, je me sens grosse ou j'en sais rien, alors que t'as une personne grosse à côté, c'est, tu vois, ah ouais. et ça, c'est très, tu vois, c'est pour ça que c'est important de former aussi de ce point de vue-là, tu vois, et de dire, bah, en fait, là, il y a des choses, ben, faire très attention aussi, comment on s'exprime, et de dire, bah, là, j'ai conscience que là, c'est la grossophobie qui est à l'intérieur de moi et qui se répand, on va dire, et que, tu vois, enfin, voilà. Oui. C'est vrai que c'est pas... Mais évidemment qu'il y a des moments où et je sais que quand on n'est pas concerné par une discrimination, si on s'exprime dessus, on a tendance à faire attention à tout ce qu'on dit. Et heureusement, ça veut dire qu'on essaye de faire attention aux personnes concernées et à, voilà. Ouais, Et évidemment que parfois on fait des erreurs. c'est ça, Ben, ouais. faut dire, moi je suis née en 1977, ben, crois-moi qu'à cette époque, enfin, dans les années où j'ai grandi, le sexisme, la grossophobie, le patriarcat, on n'en parlait pas en fait. Bah ouais, non, mais c'est Donc, clair. tout le monde a grandi dans cette société, donc c'est normal de faire des erreurs. Par contre, ne pas se remettre en question Ouais, et ne pas écouter les personnes concernées qui, je reviens à l'éducation populaire, mais les personnes concernées, elles sont expertes de leur expérience. Et donc, ne pas les écouter quand nous, on n'a pas vécu ce qu'elles vivent dans notre chair. Donc, moi, par exemple, je le disais tout à l'heure, je me suis mis à suivre plein de comptes Insta de personnes concernées par la grossophobie, de ouais, oui, personnes. ça aide beaucoup, ouais, c'est Et clair. j'écoute leurs témoignages et ça Ouais, aide vachement. c'est Et clair. alors, ça fait aussi un truc. Je pense qu'au tout début, je parlais des représentations.
Mhm. Ça fait aussi un truc. Je me suis mis à suivre ces comptes à peu près au même moment où j'ai viré systématiquement de mes murs Facebook et Insta. Tu sais, on a sans arrêt des pubs qui pop et tu sais pas d'où elles viennent. Et Ouais. j'avais tout un tas de pubs qui popaient sur tel machin pour maigrir ou telle pub de, j'en sais rien, tel magazine qui me Mhm. montrait des célébrités très minces. Et je me suis mis à les virer Ouais, c'est en important. plusieurs semaines. Ouais. Et aujourd'hui, l'algorithme, bah parfois il y a des algorithmes et on sait que ça a probablement des effets négatifs, mais si on a conscience que notre algorithme, moi je passe du temps sur les réseaux sociaux, je dois avouer, du coup ça veut dire que je me mange des représentations visuelles tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai, oui. Et ben, je pense que j'ai influé sur mon algorithme, mais aujourd'hui, sur Facebook et sur Insta, je n'ai plus jamais de pub qui pop sur tel truc pour maigrir ou sur tel régime à la mode. Par contre, j'ai pas mal de représentations de corps différents, de corps hors normes qui arrivent sur mes réseaux sociaux et il faut que notre œil s'habitue aussi. Ouais, oui, c'est hyper Donc ouais, important. je trouve on peut avoir un effet sur l'algorithme des réseaux sociaux pour les personnes qui passent du temps dessus. Mhm. C'est pas mal. Je pense que c'est vraiment ouais, Mhm. écouter des témoignages de personnes concernées et Ouais. ouais. Après, j'ajouterais aussi peut-être personnes concernées aussi qui sont conscientes aussi qu'elles-mêmes ont des Oui, biais. Tu vois ce que je veux dire? bien Parce sûr. que tu peux aussi écouter, tu vois, que s'il y a il y a des personnes grosses qui sont grossophobes, voire même plus que, tu Oui. vois, ou même des personnes, tu vois, minces qui maintenant sont minces mais qui ont été grosses avant. Du coup, Ah sont oui, grossophobes aussi parce que ah tu vois, oui, ils se disent, moi j'ai réussi. Tu vois, il y a aussi ce truc-là. Du coup, ils vont complètement. dire, bah non, moi je suis une personne concernée parce que moi aussi j'étais comme ça, mais regardez, enfin, tu vois, Bien c'est pas sûr. évident aussi de. Bien sûr, mais de la même façon qu'il y a des femmes qui sont Exactement, misogyne, oui, racistes. Oui, oui, bien sûr, misogynes, ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, carrément. politiques. Oui, oui, Ouais, et du complètement. coup, voilà, tu vois, ça va être personnes concernées et en même temps, bah, qui sont conscientes aussi du truc Mm. aussi, quoi, d'une certaine façon. Oui, mais je pense que les personnes concernées, quand elles produisent des contenus qui parlent de ce sujet, c'est parce qu'en général, c'est des personnes qui sont militantes, qui ont fait le taf Ouais, oui, de carrément. Et comprendre souvent, ce ouais. qu'elles vivent. Mm, mm. Euh, je pense pas que sinon, en fait, elles produisent pas de contenu, sinon, les autres personnes. Enfin, je sais pas. Ouais, après, il peut y avoir, tu vois. Bah, après, c'est. Parce que du coup, je pense à femmes sexistes, exemple, bah, il y en a qui créent aussi du contenu, mais du coup, de leur point de vue sexiste, on Ouais. va dire par rapport à leurs conditions, tu vois. Donc, ça, Ouais. c'est. Tu vois, genre, je sais pas, Thaïs Discussion, si tu la connais, c'est une Oui, personne concernée, mais ce qu'elle oui, dit, oui, certes. tu Oui, vois. oui, non, mais bien sûr. Comme quoi, c'est Sûr. une grande question aussi. Mais oui, oui, carrément. Ouais. En tout cas, oui, c'est clair que c'est un principe quand même très important de donner la Mm. parole aux gens qui sont Ouais. concernés par la discrimination. Et du coup, oui, par rapport au... Si on reparle de la grossophobie, du patriarcat, du féminisme, etc., tous ces grands concepts-là. Pour ça, mon audience a l'habitude, donc ça va, on n'a pas besoin de réexpliquer. Mais toi, enfin, donc tu disais, c'est vraiment... il y a MeToo aussi qui a joué un grand rôle, peut-être aussi par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont contribué à ta prise de conscience un peu féministe et aussi par rapport même à la grossophobie, parce que tout à l'heure, d'ailleurs, je reviens sur ça quand tu disais, à un moment donné, je pensais que j'étais guérie parce que j'avais plus de compulsion, Ouais. Mm. mais en fait, bah, j'étais toujours dans ce truc de la peur de grossir au final, tu vois. Ouais. Et je trouve ça tellement, c'est tellement important parce que le nombre de gens, des fois, qui s'estiment, tu vois, qui ont pas déconstruit, qui ont pas été jusqu'au fond du truc et qui ont pas déconstruit la grossophobie et qui, du coup, bah, s'arrêtent un peu tôt d'une certaine façon dans leur guérison de TCA, tu vois, parce que, Ouais. bah, en vrai, moi, je trouve que la grossophobie, pour beaucoup de gens, c'est lié, tu vois, c'est très, très rare que ce soit pas le cas. Et du coup, ouais, qu'est-ce qui a fait que tu as t'as pris conscience vraiment plus de ça à chaque fois? Je pense que dans la foulée d'avoir été si enthousiaste avec les mouvements MeToo et les prises de parole, Ouais, j'ai commencé à fréquenter des communautés, ouais. parfois en non-mixité ou en mixité choisie, Mhm. euh, des communautés où j'ai rencontré aussi des personnes, dans une communauté, par exemple, j'en sais rien, une communauté de personnes assignées femmes qui luttent contre le patriarcat et le sexisme. Ben, en fait, il y a plein de... la fameuse idée d'intersectionnalité. Il y a plein Ouais, d'endroits où c'est pas parce que c'est que des personnes qui ont été assignées femmes à la naissance qu'elles vivent la même chose. c'est Et vrai. donc, j'ai rencontré des personnes racisées, par exemple, qui sont devenues des amis proches. J'ai rencontré des personnes trans. J'ai rencontré comme ça plein de personnes qui vivaient des choses Mhm. que moi je ne vivais pas, que je ne connaissais pas. Et puis, ben, je sais pas, ça m'a ouvert. C'est vrai qu'il y a alors,
quelques-unes de ces personnes sont devenues des amis proches. Et je sais bien, et je les en remercierai jamais assez, que Mhm. pour une part, elles ont fait mon éducation. Et elles n'étaient pas obligées, hein. Mhm. C'est parfaitement légitime de dire, même à une personne très proche, je vais pas t'éduquer sur ce sujet que tu connais pas, va lire tel truc, Ouais, va t'éduquer. Oui, c'est vrai qu'il y a souvent ce truc-là et toi-même. dans les contenus militants, des fois, ben, on peut pas tout rappeler, quoi. Ouais, mais c'est vrai que, par exemple, sur la question de l'antiracisme, moi, j'ai cette chance et vraiment, je me sens plein de gratitude là-dessus Ouais. d'avoir eu des personnes concernées qui ont fait une part de mon éducation. Mhm. Et voilà, j'ai rencontré, ben, c'est vrai que par le féminisme comme ça, rentrer par la petite porte dans quelques communautés, j'ai eu accès à d'autres communautés. Puis j'ai l'impression que c'est un Mhm. joyeux melting pot Ouais, dans les luttes féministes, englobent les luttes contre le patriarcat, englobent aussi des luttes à plein d'autres niveaux, quoi. c'est vrai. Donc ouais, je sais pas, pour moi, c'est un joyeux. Ah non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai que souvent... Ouais, non, parce qu'après, je pense à moi, mon propre parcours, du coup, et tout ça aussi. Enfin, comment j'ai découvert tout ça. Mm. Et c'est vrai que c'est toujours des choses, au final, ouais, tu rentres par une des portes, après tu creuses, et après ça se connecte à autre chose, et du coup, puis t'arrives des fois à des niveaux aussi, tu vois. Je trouve qu'il y a des Oui, niveaux dans la déconstruction, tu vois. Il y a des choses, bah voilà, au début, tu vas faire, ah, ok, d'accord. Puis en plus, si tu vois, quand t'es imprégné du patriarcat ou même de la culture des régimes, tu vois, des choses au début, tu vas être un peu sceptique, de dire, comment ça, nanana. Puis après, plus en plus, tu vas creuser, et tu oui. vas entrer aussi dans une profondeur. Et la profondeur aussi, notamment, comme on disait, avec les personnes concernées, moi je trouve que c'est ça aussi qui fait que ça s'approfondit, ton travail de déconstruction, parce que Mm. plus tu rencontres d'autres personnes, plus que tu te rends compte d'autres vécus, et ben c'est clair que ça accélère d'une certaine façon la déconstruction, on va Ouais. dire. Mais oui, oui, et puis tout est un peu lié. C'est vrai que le féminisme, c'est lié, bah, c'est sûr, la grossophobie, féminisme, pareil, ben, racisme, tu vois, Mm. tout ce qu'on disait, l'intersectionnalité. Et c'est vrai que c'est compliqué, je trouve, si on déconstruit qu'un pan et qu'on va pas aller chercher ailleurs, bah on se coupe un peu tu vois. Ouais. Après, c'est les hasards, voilà, les hasards de à quoi j'ai eu accès Ouais, comme lecture, quelles rencontres j'ai fait. Enfin, les portes d'entrée et les cheminements, ils sont automatiquement uniques pour chaque personne et ils sont parsemés mais mm, aussi d'où on vient. Tu vois, dans mon intro, dans ma présentation, j'ai parlé mhm, un petit peu, j'ai présenté mon point de vue situé. ouais, Le fait que je sois née dans tel milieu, à tel endroit, avec tel genre présumé, enfin, il y a tout un tas de choses qui font enfin, qui m'ont amené à. J'aurais peut-être pas lu, par exemple, j'aurais pas eu le même réseau social, ou j'aurais pas eu les mêmes c'est vrai. lectures, enfin, j'aurais pas vécu dans la même région. Mm, Moi, là maintenant, je suis dans le Nord, mais j'y suis que depuis 2020. ouais, J'étais en région parisienne, donc un oui, c'est endroit vrai. où tout est plus facile parce que tu as les transports. Enfin, il y Ouais, a il y toutes a des ces choses. privilèges aussi dans la Oui, déconstruction. Ouais. complètement. Oui, complètement. Mm, Donc voilà, ouais, c'est tout un tas de petites choses, de rencontres et de vécus dans mon parcours qui m'ont amené à réfléchir à tant de sujets. c'est clair. Et, euh, Mm, il y a un truc que je trouve toujours très curieux, c'est que tous ces sujets-là sont facilement des sujets de souffrance et de choses lourdes. Et en même temps, emprunter ce chemin de les déconstruire, j'ai la sensation qu'on n'aura jamais fini. oui, Un côté un peu joyeux parce que c'est très empouvoirant. Donc on reprend un peu le pouvoir sur soi en prenant conscience des choses et en allant creuser plus loin. oui, c'est Donc vrai, c'est ça. Ouais, c'est reprendre. C'est vrai que moi je trouve le féminisme, ça aide à ça aussi, c'est de reprendre le pouvoir sur les narratifs aussi, même le narratif par rapport à soi-même, tu vois. complètement, complètement. Reprendre le narratif, c'est bien comme je vais t'emprunter Ah bah l'expression. vas-y. Si tu devais un petit peu faire le bilan un peu de cette conférence, qu'est-ce qu'elle t'a apporté, tout ça, le fait d'avoir été aussi vulnérable aussi par rapport à tout ça, qu'est-ce que t'en retires quoi maintenant actuellement? Une motivation encore plus grande qu'au moment où je l'ai créée, parce que ça se nourrit beaucoup justement des retours des gens. Et donc, je pense que, instant auto-promo, je pense que Oui, ma vas-y. comptabilité publique Bah oui, oui, oui.
carrément. Je vois à quel point, ouais, c'est. Et alors, c'est très marrant parce que, petite digression, je l'ai énormément joué plutôt pour des publics un peu qui me ressemblent, ou en tout cas des publics assez militants. Et là, Mhm. j'ai eu l'occasion d'aller la jouer en Ardèche pour un Ah, public qui ne ressemblait pas au public auquel j'ai l'habitude. ouais. Il y avait énormément de têtes blanches, par exemple, dans l'assemblée. Mhm. Et par exemple, quand au tout début de la conf, je demande, mais normalement de façon un peu théorique, tout le monde sait ce que ça veut dire cisgenre. Et là, ben, pour la première fois, il y a eu énormément de personnes qui ont dit, ah non, je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, il y avait des personnes de 60, 70, 80 ans. Ouais, bien sûr. Ça m'a foutu un petit coup de pression. Je me suis dit, oh là là, est-ce que ça va leur parler? Est-ce que je ne suis pas trop radicale? Est-ce que... Ah oui, oui. Et il s'est passé un truc un peu magique, c'est qu'il y a eu une écoute et les personnes ont été avec moi, c'était et on réagit et on c'était vraiment magique et que il y a eu à la fin autant de personnes que d'habitude qui sont venues me remercier avec les larmes dans les yeux, y compris des mamies de 70, 80 ans aux cheveux blancs, les larmes dans les yeux qui m'ont dit merci. Ah oui. Et je me suis dit, ça peut parler à tout le monde et il est jamais trop tard en fait pour prendre conscience de choses et pour. Alors, est-ce que c'est des personnes qui étaient aussi émues parce qu'elles se sentaient concernées et que bah, c'est pas grave, 80 ans c'est un peu tard, mais eh ben tant mieux qu'elles en aient quand même pris conscience, même si c'est maintenant. Est-ce que Mhm. c'est parce qu'elles accompagnent des jeunes personnes qui sont concernées et que tout d'un coup elles se sont dit, bah, je vais mieux les comprendre? Peu Ouais, importe, en tout cas, ça leur a apporté quelque chose et je bien me sûr. suis dit, bah, ça peut parler à tout le monde. Et là, Oui, oui, oui. pour la motivation à continuer à jouer cette conf, il y avait une forme d'urgence au départ à la créer Ouais, et il y a encore une forme d'urgence à aller la jouer. ouais, ouais. Ah, c'est très Euh, beau ça. Mhm. ouais. Ouais, je Et voilà, comprends. avec ce petit effet qui se coule, qui était Ouais. non prévu, mais que Mhm. ça me fait un effet thérapeutique. Ouais, je comprends. Et que même sur mes prises de parole, ça continue à gamberger et qu'il y a de moins en moins de filtres. Et que je pense que par exemple, les premières fois où je la jouais, Ouais, j'avais encore un petit peu la honte à l'intérieur, hein. Donc je disais, ouais. je suis pas guérie, mais ça va beaucoup, beaucoup mieux, hein. J'ai quasiment arrêté, machin. Aujourd'hui, bah, je dis, bah non, j'ai pas quasiment arrêté. Ça va mieux, ça me fait moins souffrir. C'est vrai que mes crises de boulimie sont moins graves, mais tu vois, j'en ai fait une hier, par exemple. Et ben, j'ai pas de problème à le dire aujourd'hui. Mhm. Et vraiment, ça continue à cheminer la honte. L'abandon de la honte, ça continue à cheminer. Et en ça, c'est vraiment thérapeutique parce que si j'arrête d'avoir honte et que je peux l'exprimer, pouvoir exprimer les choses, ça Mhm. aide. Parce que ça reste pas dans la tête, quoi. On les expulse quand on parle. Oui, tout à fait. Puis la honte se nourrit du silence aussi, quoi. Donc c'est bien de briser le silence aussi sur ça. Ouais, carrément. Mais Donc, ouais. non, c'est toujours plus thérapeutique pour moi. Et même les moments, tu sais, je disais tout à l'heure, à chaque fois que je la rejoue, si je ne l'ai pas jouée pendant quelque temps, je suis obligée de la répéter. Et quand je la répète seule chez moi, Ouais, ça te... je me frotte au truc, c'est des moments compliqués. Ouais. Même ces moments-là, en fait, ils sont pas graves, ils font partie du game. Et je me flagelle plus à me dire, ah, t'as pas réussi à tenir la route quand tu étais en train de la répéter. Ben, en fait, c'est comme ça, j'y peux rien. Et peut-être un jour, et peut-être non. Et ce sera pas grave. Peut-être qu'un jour, j'aurai jamais complètement lâché ça et que j'aurai toujours besoin de calmer le stress, les émotions négatives par des crises de boulimie. Ben, tant pis, en fait. Ouais. Ouais. Ah mais c'est important. C'est vrai que de faire la paix aussi avec ça, tu vois, de Oui, certaine façon. oui. C'est Oui, thérapeutique déjà. parce qu'il y a un truc, ça prend de moins en moins d'espace mental. Oui, c'est Ouais. ça aussi. Bah ça, c'est un grand critère aussi, je trouve, Et ouais. ouais, parce Mhm. que dans ces troubles, il y a évidemment ce qu'on fait subir à nos corps, hein. Moi, mon corps, il a un peu morflé avec ce que je lui ai fait subir. Mais il y a aussi l'énergie et l'espace mental que le rapport à la bouffe et à son corps et à son image et au regard des autres, la place que ça prend et donc que ça prend pour d'autres choses. Mhm. Et ça, en lâchant la honte, je récupère de l'espace mental. Donc, en lâchant aussi, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est vrai. Et à ce que, c'est vrai que l'alimentation prend toujours énormément de place dans mon espace mental, mais de moins en moins. Et donc, je récupère de l'espace mental pour d'autres choses, en fait. Ouais. Ah bah, Mais oui, 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 non, mais carrément, c'est clair. Ouais, c'est ça. Après, tu dis, ah bah, je peux faire d'autres choses, d'autres projets, tout ça, c'est hyper. ça. Ouais, c'est un pouvoir Ouais. aussi. Oui, carrément. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup, Rebecca. Ben, avec Euh, plaisir. Voilà, Merci à d'être venue toi sur le pour podcast. Merci aussi l'invitation. pour ta conférence. Merci d'avoir été aussi transparente sur tout ça, voilà, d'avoir parlé de ces sujets, c'est hyper important. Mm.
Et merci aussi d'avoir été aussi généreuse, je trouve, dans ta conférence. Parce que ce que j'ai retenu aussi, c'est cette générosité, que ce soit en termes bah, d'explications, etc. Mais par rapport à ton vécu, tu nous as vraiment plongé un peu dans ton expérience, dans ton existence, tout ça. Et enfin, franchement, ouais, c'est très généreux. Voilà, j'ai trouvé. Ouais. Et Ouais, merci merci encore pour ça. beaucoup. Bah, à bientôt alors, Rebecca. Oui, à bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!